Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier Quel numérique pour quelle école organisé dans le cadre des universités des mairies par Seine-et-Yvelines Numérique. Je suis Stéphane Proust, directeur de l'activité métier numérique pour l'éducation et les solidarités, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la fois en plateau pour vous en distanciel évidemment Madame Inès de Marcillac. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire délégué à l'éducation de la ville de Chatou et présidente de l'association des maires adjoints à l'éducation des Yvelines. Et nous accueillons également à distance cette fois Louis Derac, consultant et formateur indépendant, spécialiste en éducation et en culture numérique. Encore bravo pour ses compétences. Nous vous proposons aujourd'hui, à la fois et après une introduction de Madame de Marcillac sur le contexte finalement du numérique dans les écoles. Quel numérique faut-il penser aujourd'hui pour les écoles et dans quelle perspective? Nous vous proposons donc un atelier, une prise de hauteur par l'intermédiaire de Louis Derac qui, nous l'espérons, vous aidera à prendre de la hauteur sur la réflexion, les enjeux qu'emporte aujourd'hui le numérique dans l'éducation. Voilà, Madame de Marcillac. Oui, bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelle que soit la typologie de territoire, hein, les communes souhaitent contribuer à former des citoyens à l'ère du numérique. Ceci d'autant plus qu'on connaît la fracture numérique chez les jeunes et le contexte fait que ça a été un révélateur au niveau d'une crise sociale également, hein. Il y aura vraiment un avant et un après Covid pour le numérique éducatif. Donc, les communes sont bien conscientes qu'elles ont besoin de s'attacher des services d'experts pour construire leur plan numérique avec l'ensemble de la communauté éducative. Et ceci d'autant plus qu'il y a des éléments qui évoluent constamment de manière assez fulgurante, notamment la demande avec des programmes scolaires qui évoluent très vite, la technique, en tout cas la technologie, avec évidemment toute la partie réseau en amont. Et puis la formation, alors la formation pédagogique, elle est normalement dévolue à l'éducation nationale, mais il y a quand même une prise en main du matériel. Et puis la prévention, l'accompagnement au bon usage des écrans pour les enfants. Et puis enfin l'aspect solidarité, comme je disais, qui a énormément évolué ces derniers temps. Donc voilà, ce dont ont besoin les communes, c'est vraiment d'y voir plus clair et de pouvoir s'attacher les services d'experts en matière de numérique éducatif. Merci Madame de Marcillac. Je vous propose sans plus attendre donc de pouvoir bénéficier de cet atelier que va nous présenter Louis Derac, et bien entendu nous serons à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles que vous pourrez nous adresser durant son intervention ou juste après. À tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir et désolé de ne pas être parmi vous physiquement. La situation donc évidemment était trop compliquée pour me le permettre. On m'a donné une vingtaine de minutes pour aborder un sujet hautement complexe dont je vais le démarrer sans plus attendre. Quel numérique pour quelle école? Je remercie d'avance la régie qui va passer mes slides. J'en ai beaucoup, vous le verrez, parce que j'aime bien illustrer les choses. Donc commençons sur la slide suivante. Donc je vais organiser cette présentation sous trois axes. La première chose, ce sera juste de se dire de revenir un peu sur la définition du numérique, qu'on part sur une définition sur laquelle on est d'accord, de poser la question des enjeux du numérique dans l'éducation et de finir sur le rôle de l'école. Mais avant de commencer, donc, comme les slides le montrent, je vous signale, donc ça c'est quelque chose que je fais beaucoup en présence, hein, parce que c'est assez révélateur, c'est de vous signaler que donc là il faudrait qu'on fasse l'exercice d'imaginer que nous sommes en présence ensemble dans un lieu comme un amphithéâtre, ce qui est assez classique dans des situations comme celle-là, et que moi qui suis devant vous, je vous dise que voilà, pendant que je fais ma petite présentation, vous avez accès en ligne à cette même présentation qui est déjà partagée, que effectivement elle est sous licence Creative Commons, c'est-à-dire qu'elle est sous licence libre, vous pouvez la reprendre. Et enfin, donc ce n'est pas une invitation à le faire, mais que je vous signale que vous pouvez faire des recherches pendant cette conférence, que ce soit sur des sites officiels, sur Google, etc. Et là, je vous dis,
faisons une petite pause et demandons-nous comment on en est arrivé là, puisque finalement c'est ça la vraie révolution du numérique et de l'éducation. C'est vraiment cette capacité, alors que nous sommes en train de se parler, d'avoir, en ayant perdu toute notion d'unité de temps, de lieu et d'action, la capacité à accéder à de l'information en simultané. Alors comment on en est arrivé là? En fait, c'est l'évolution fulgurante de 3 technologies: l'appareil, le réseau Internet et le web. Donc commençons par l'appareil. Aujourd'hui, quand on parle d'appareil, on a ces images en tête, hein. Tous ces smartphones qui sont utilisés par tous et toutes et tout le temps. Mais à la base, c'était d'abord des très gros ordinateurs, que vous avez connus, hein, qui étaient des ordinateurs qui servaient avant tout au calcul militaire et au calcul scientifique. Ensuite, et quelques dizaines d'années plus tard seulement, par des miracles sociologiques que je n'ai pas le temps de raconter ici, l'informatique est arrivée dans les foyers avec l'informatique grand public. Il faut quand même rappeler que ce n'était pas du tout l'intention première de ces grosses machines qui avaient pour but de calculer. Et enfin, par un autre saut dans le temps, on est arrivé en 2007 avec le smartphone, le premier étant l'iPhone proposé par Apple en 2007, et donc cette proposition d'avoir un ordinateur tout le temps dans sa poche. Côté Internet, donc le réseau Internet s'est lancé dans les années 60, simultanément dans plusieurs pays, hein. La France a eu ses propres premiers réseaux, mais celui qui a le plus fonctionné était donc d'abord un réseau de recherche, encore une fois, et financé par les militaires américains. Donc un besoin de recherche et un besoin militaire. Là encore, pour des raisons sociologiques et que je n'ai pas le temps de raconter, hélas, il se trouve que ce réseau s'est énormément développé dans des communautés qui l'ont utilisé au-delà de ses premières intentions de recherche et militaire. Et on peut amener maintenant cette évolution de ce réseau Internet à la 3G, qui est arrivée en 2011, qui était pour la première fois un réseau sans fil, de qualité suffisante pour nous permettre d'accéder à Internet sur n'importe quel appareil. Enfin, le web. Donc le web, à ne pas confondre donc avec Internet, hein, qui est une application finalement d'Internet, a été proposé en 91 par Tim Berners-Lee, un chercheur au CERN en Suisse. Et ce web permettait donc de créer des pages web. Et ça, pour le coup, ça a été très vite repris par des entreprises commerciales et de e-commerce comme Amazon en 95, Google en 98, donc excusez l'erreur sur la slide, donc Google qui était un des premiers moteurs de recherche permettant de naviguer parmi toutes les pages web qui étaient en train de se créer à l'époque, Wikipédia en 2001, Facebook en 2004, YouTube en 2005, inaugurant donc une deuxième partie du web qu'on a appelée le web social. Et si on s'arrête un tout petit peu donc sur cette slide pour faire une petite pause, ce que je voulais montrer donc dans cet avant-propos, on va dire, c'est que cette révolution de l'accès à l'information s'est fait en très peu de temps. Il faut bien se rendre compte que donc, le smartphone, c'est 2007, la 3G, c'est 2011. Donc finalement, ça fait à peu près 10 ans que des enseignants se retrouvent aujourd'hui dans des salles de classe où effectivement, ils ont face à eux des jeunes qui ont accès à un savoir immense, sans fin, largement supérieur en quantité et parfois même en qualité à celui de leurs enseignants. Donc la révolution se fait là, bien sûr, donc on en reparlera, ça amène énormément d'enjeux, mais on est sur une transformation qui est encore récente, et donc c'est bien normal que l'éducation et que l'école et que tous les acteurs de l'école soient encore en train finalement de la digérer d'une certaine manière. Alors maintenant, mettons-nous d'accord sur ce que c'est le numérique, puisqu'on parle de quel numérique? Le numérique, pour certains, ce sont des câbles, hein. Interrogez les DSI et elles vous le diront. Pour d'autres, c'est du code. Donc là, petit clin d'œil à Matrix, mais plus sérieusement, dans la slide suivante, le code qui ressemble plutôt à ça. Pour d'autres, c'est de l'informatique, donc des ordinateurs personnels. Enfin, pour d'autres encore, les outils numériques, c'est des consoles de jeux, hein. Il faut bien dire que les consoles de jeux ont largement contribué à démocratiser les technologies numériques. Pour d'autres, et la plus grande majorité, parlons des jeunes, parlons de beaucoup de pays en voie de développement, l'outil numérique par excellence, ça reste le smartphone. Mais pour d'autres qui sont plus dans la prospective, sans doute, le numérique, c'est aussi bien sûr des robots, c'est de l'intelligence artificielle,
Donc dans la slide suivante, une intelligence artificielle qui est même maintenant capable de surpasser l'humain à certaines tâches cognitives, ce qui pose d'enjeux qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Et donc en fait, le numérique, c'est tout ça. Si on reste 2 secondes sur ça, c'est quand même intéressant de parler de l'évolution de ce mot. Et numérique, c'était d'abord un adjectif, et numérique, ce qui relève des nombres, se fait avec des nombres représentés en nombres, ce qui est évalué en nombres. Donc en fait, on parlait de supériorité numérique quand 2 armées se battaient et que l'une avait plus de soldats que l'autre. Donc il y a bien une origine en nombres à la base. Ensuite, il y a eu cet adjectif technique qui a permis de qualifier tous les appareils qui transmettaient de l'information sous forme de nombres. Et ensuite, on a parlé de société numérique, de fracture numérique, de solidarité numérique. Donc on voit que l'adjectif technique a dépassé, l'adjectif numérique a dépassé son caractère technique. Et enfin, aujourd'hui, on parle de numérique, le numérique. On voit que l'adjectif est devenu un substantif tellement le numérique a pris de l'ampleur. Parce que ce qui définit effectivement aujourd'hui le numérique, c'est qu'il est invisible. Vous verrez que cette technologie s'efface de plus en plus. C'est l'art de l'ingénieur, et notamment des ingénieurs qui travaillent dans l'écosystème numérique, de se faire oublier, de faire oublier leur travail, la complexité de ce qu'ils font. Tout devient sans fil, y compris la recharge. Ça donne le caractère magique du numérique, et il ne faut pas le négliger quand on pense aux jeunes générations. Le numérique a beau être simple, il n'en est pas moins magique, et tout ce qui est magique n'est pas compris, et ça c'est important. C'est quelque chose de pervasif sur le plan sociologique, c'est-à-dire que ça intègre tous les pans de notre société, des pans les plus ouverts aux pans les plus intimes. Pensons à la séduction, par exemple. C'est un fait social total, selon les termes de l'anthropologue Marcel Mauss. On parle aussi de socialisation de l'informatique et de révolution cognitive. Et pour finir donc sur cette question du numérique, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent le dilemme moral du tramway. Donc le dilemme, je le rappelle, c'est on a un tramway qui fonce sur 5 personnes, sur 5 travailleurs. Vous êtes un observateur de la scène. Vous avez la possibilité de renverser une personne sur la voie pour arrêter le tramway et sauver 5 personnes. Donc on est dans un dilemme moral qui est censé être insoluble. Et ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est qu'on arrive pourtant à une époque où il va falloir programmer certains de nos appareils pour programmer finalement des réponses morales à ces dilemmes moraux qui sont pourtant censés être insolubles. Et là, on voit bien que énormément d'enjeux se posent. Qui va programmer ces voitures? Sous le contrôle de qui? Sous quel contrôle démocratique? Est-ce que ce sont seulement les ingénieurs qui vont programmer la voiture autonome, ou est-ce que c'est un panel de citoyens qui va donner ses ordres aux ingénieurs, etc. Enfin, les apports des sciences humaines nous montrent que la technologie n'est pas neutre, hein. Donc toutes les inventions, y compris les inventions dont on a parlé précédemment, elles ne s'expliquent pas seulement par la technique. D'ailleurs, les inventions ne sont jamais des suites d'inventions, c'est souvent des inventions oubliées qui sont reprises ensuite, donc c'est pas linéaire. Et elles s'expliquent par la société, la culture et la politique de leur époque. C'est très important, et c'est particulièrement important dans le numérique qui a des origines largement américaines, largement libertaires, très issues de la contre-culture, très en lien avec les milieux militaires et de recherche. Et les choix technologiques sont des choix politiques et sociaux. Alors ça nous amène aux enjeux du numérique dans l'éducation maintenant, qu'on a défini le numérique. Donc le premier des enjeux, c'est que le numérique révolutionne notre rapport à l'information. Donc ça, on l'a vu précédemment, cette capacité à être toujours équipé d'un ordinateur, finalement, que ce soit un smartphone, un iPad ou un ordinateur portable ou fixe, fait qu'on accède tout le temps à l'information. Elle est accessible partout, tout le temps, ce qui casse bien l'unité de l'enseignement traditionnel. Mais ça amène aussi à des enjeux. Tout le monde peut créer de l'information et la diffuser largement, donc tous les enjeux de fausses informations, d'infobésité. Par ailleurs, donc, on voit qu'on accède à l'information par ce qu'on appelle des infomédiaires, des intermédiaires de l'information. En France, par exemple, Google représente 90% des recherches, et on sait que 60% des utilisateurs cliquent sur les 3 premiers résultats de Google. Ça vous donne une idée de l'importance de l'algorithme de Google dans notre accès à l'information, sachant que Google propose des résultats personnalisés à chaque visiteur en fonction donc d'énormément de critères le concernant. Il y aurait un exercice passionnant aujourd'hui à faire dans notre pays, mais dans le monde,
de chercher juste coronavirus et de voir ce qui tombe. Aucun d'entre nous n'aurait le même résultat. Entre un complotiste et un scientifique, entre quelqu'un qui consulte peu les réseaux sociaux et quelqu'un qui les consulte beaucoup, on aurait une vision du monde sous Covid qui serait complètement différente. Donc là, c'est une petite slide sur l'enjeu de l'infobésité, des fausses informations, donc le fait qu'on sature un peu, ce qui est un enjeu d'éducation aux médias. Ensuite, deuxième enjeu, le numérique révolutionne notre rapport aux traces. La slide suivante montre un moine copiste pour nous rappeler que les traces ont longtemps, le fait de garder traces a longtemps été un véritable projet politique, coûteux financièrement, prenant en énergie. Or aujourd'hui, avec le smartphone et le premier ayant été l'iPhone, on se retrouve dans une situation inversée où on est passé du projet de garder traces au projet de se laisser un peu oublier. On accumule les traces. Il y a des différences entre les traces qu'on laisse de manière intentionnelle, c'est la question des photos par exemple, mais des traces aussi nombreuses qui sont laissées de manière non intentionnelle. Il y a la question de biens communs ou de marchandisation de ces traces. Donc là, l'exemple de DataGouv est intéressant, puisqu'on voit bien que pour le coup, les données laissées par les usagers dans leurs usages des transports en commun est une trace qui peut servir au bien commun et qui va peut-être même être indispensable pour penser un transport en commun dans des sociétés aussi nombreuses et aussi complexes. Mais la slide suivante montre aussi que ces traces peuvent nous piéger puisqu'elles nous amènent des publicités de plus en plus ciblées, des communications qui sont susceptibles de nous manipuler, etc. L'enjeu suivant, donc, c'est que le numérique amplifie nos biais cognitifs. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus médiatisé, mais le fait est que nous sommes très biaisés, nous avons beaucoup de biais cognitifs parce que notre cerveau doit prendre des décisions de manière rapide et face à à la fois trop d'informations, un besoin de se décider rapidement. Or, les outils numériques amplifient nos biais cognitifs dans le sens où les machines numériques stockent à la fois ce qu'on leur partage comme information, mais aussi ce que notre comportement leur montre. Donc là, on revient à nos fameuses traces qui peuvent vraiment montrer beaucoup plus de ce qu'on est et de nos biais que ce qu'on leur partage. Et enfin, donc les machines font ensuite des calculs. Donc ces biais cognitifs, je vais donner juste deux exemples. C'est quand on est sur Netflix et que on a tendance à avoir un fil, donc une proposition de contenu qui est faite en fonction de nos goûts. On voit qu'on peut être enfermé dans nos biais de confirmation qui sont de nous apporter quelque chose qui va aller dans le sens de ce qu'on aime. C'est la même chose quand on est sur des réseaux sociaux ou sur Google et que les réseaux sociaux, les algorithmes des réseaux sociaux ont tendance à nous montrer des informations qui sont susceptibles de confirmer nos croyances plutôt que de nous soumettre une information contraire. Il y a un exemple illustratif très intéressant, c'est qu'un kiosquier en fait, est obligé depuis la loi Bichet d'afficher l'ensemble de la pluralité de la presse indépendamment de ses pensées politiques. Ce n'est pas le cas sur Internet et les algorithmes nous montrent une vision du monde qui dépend de nos traces. Alors, le numérique à plusieurs vitesses. Alors, Madame de Marcillac parlait de fracture numérique. Le fait est qu'effectivement, la fracture numérique en fait est plutôt un ensemble de fractures sociales très complexes, d'où mon appellation de numérique à plusieurs vitesses. Je lisais pour préparer cette présentation le dernier baromètre. Aujourd'hui, plus de 3/4 des Français ont un smartphone, 90% ont un accès à Internet. Donc on voit que si on parle d'usage numérique strict, en fait, on arrive quasiment à tous les Français qui veulent avoir un usage numérique minimum en ont un. En revanche, là où c'est intéressant, c'est dans la diversité des usages. Il est évident que entre un usage de divertissement, un usage de partage, de créativité, par exemple sur des réseaux sociaux très bien designés, ou un usage scolaire ou un usage administratif comme accéder à ses droits, payer ses impôts, payer ses amendes, on a là effectivement des grosses disparités qui sont dues à des barrières linguistiques, des questions sociales. Mais il faut faire attention donc à bien faire la part des choses. La fracture numérique a tendance à cloisonner le monde entre ceux qui seraient dans le numérique et ceux qui seraient dehors.
Aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Et par ailleurs, les pratiques intragénérationnelles, y compris des jeunes, sont très hétérogènes en fonction, là aussi, de leurs origines sociales, de leur rapport à la langue, de leur niveau d'équipement aussi, puisque le type d'équipement joue, etc. Et dernier enjeu sur lequel je passerai assez vite, c'est que, on l'a vu, le numérique est une technologie politique. Il commence à y avoir des réflexions citoyennes sur les enjeux technologiques. Certains de ces enjeux technologiques sont éthiques. On pense aux soldats augmentés, par exemple. Certains de ces enjeux ont trait aux questions climatiques, puisque le numérique a un impact carbone. Il y a des tonnes de choix de société. Et donc, la question, c'est comment on forme les citoyens à appréhender cet enjeu et à l'imaginer non pas que comme un enjeu technique qui serait réservé aux ingénieurs, mais bien l'intégrer comme un enjeu politique. Et donc pour finir, ça m'amène au rôle de l'école. Alors déjà je pense qu'il faut dissiper une série de malentendus dans la slide suivante. On est passé d'une mauvaise expression à une autre mauvaise expression. La première, digital native, c'était plus un slogan marketing. Et on est passé à quelque chose de plutôt méprisant en traitant les jeunes de digital naïfs. La réalité est entre les deux. Les jeunes ne sont ni des digital natifs dans le sens où ils sauraient tout faire avec les outils numériques, où ils comprendraient tout, mais ce ne sont pas non plus des naïfs, ce sont simplement des utilisateurs qui se posent certaines questions, mais qui n'ont pas tous les éléments pour ensuite accéder à la compréhension des enjeux du numérique, le recul nécessaire, et c'est là que, donc, évidemment, l'école aura un rôle. On a cru que le numérique et le web allaient rendre la connaissance, la culture beaucoup plus accessible, donc ça c'était vachement lié à la vision utopiste des pionniers du web, des pionniers d'Internet. La réalité, c'est qu'on revient finalement dans des questions très sociologiques, d'accès à la culture. Finalement, le numérique est un nouveau canal et il n'a pas gommé les disparités sociales, culturelles, linguistiques, scolaires, académiques. On a cru enfin qu'un bon design permettait de faire l'impasse sur l'éducation. Alors ça marche pour certains usages de divertissement ou pour certains réseaux sociaux, ça ne marche pas pour des usages plus complexes. Ensuite, il y a des réalités sociales. Les parents ne sont pas égaux dans leur capacité à réaliser la transmission d'un capital numérique, d'une éducation numérique. Il y a une fracture numérique qu'il faut plutôt analyser comme un ensemble de fractures sociales et scolaires. Là-dessus, je vous renvoie aux travaux de Dominique Pasquier et de Pascal Plantard qui étudient par exemple, notamment le numérique des classes populaires et qui est passionnant. Il y a donc des enjeux importants. Former des citoyens qui peuvent interroger, donc c'est la slide suivante, former des citoyens qui peuvent interroger, critiquer et transformer l'écosystème numérique. On parle bien de ça si on s'accorde sur le fait que les technologies numériques dépassent le cadre exclusivement technique. Il faut répondre à une filière en forte tension en ressources humaines et qui est une filière d'avenir. Et il faut lutter contre les immenses inégalités qui se créent aujourd'hui autour du capital numérique. Donc ces inégalités étant d'ordre social, d'ordre de genre, puisque le numérique est un milieu ultra masculin, par exemple. Et donc le rôle de l'école. L'école et ses partenaires ont un rôle immense à jouer pour enseigner au numérique, le numérique étant là le sujet d'apprentissage, c'est la programmation, c'est la culture numérique, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Enseigner avec le numérique étant un objet d'apprentissage, et enseigner par le numérique, c'est un peu ce qu'on fait là, par exemple avec cette visio, le numérique étant un support. Quelques mises en garde, le numérique n'est pas la solution unique à tous les problèmes, ou en tout cas à tout ce qu'on aimerait implémenter dans l'école. C'est un impensé contre lequel il faut bien se prémunir pour penser une politique éducative intelligente. Le numérique, la politique d'éducation numérique est quelque chose de très complexe parce qu'elle brasse énormément d'acteurs différents, de l'éducation nationale, des collectivités, des industriels, des parents d'élèves. C'est aussi une politique qui se veut sur le temps long. Donc c'est pour ces raisons qu'effectivement le fait de passer par des syndicats mixtes ou des structures d'experts est intéressant. Et donc évidemment il faut adopter une démarche réflexive et systématique dès le départ. Et pour conclure, j'aimerais citer cette jolie phrase de Benjamin Bayard qui disait que l'imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d'écrire.
C'est un formidable instrument de puissance et pour pouvoir s'en saisir totalement, d'une part c'est requis de plus en plus, mais d'autre part ça s'apprend. Et donc évidemment l'école et les collectivités ont un rôle éminent à jouer là-dedans. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Louis. Il me semble que le discours est plus que clair et que les enjeux ont été posés autour de l'école et du rôle peut-être qu'ont à jouer les uns et les autres dans ces différents enjeux. Madame de Marcillac, peut-être une réaction pour ce qui concernerait la responsabilité des collectivités notamment ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités se posent énormément de questions sur ces enjeux. D'abord, elles ont toutes des vieilles salles informatiques à renouveler, et c'est vrai qu'on ne va pas renouveler nos salles informatiques sur le concept d'autrefois, hein. Maintenant, on a des outils qui sont mobiles, des classes mobiles, tablettes, ordinateurs. Donc, c'est vrai qu'on va penser les choses autrement au niveau de l'usage, hein. On va mutualiser les moyens. Et sur les enjeux en eux-mêmes, on a vraiment l'aspect pédagogique, hein. Vous avez parlé du support, Monsieur Derac. C'est vrai que quand une classe est équipée d'un VNI, bah, tout de suite, la bibliothèque pédagogique au niveau des supports pédagogiques devient immense. Et puis, j'en reviens aussi au contexte. Les enfants sont pas beaucoup sortis, mais quand on a accès à Internet dans sa classe, évidemment, on va pouvoir voyager dans le monde entier, on va pouvoir aller à l'étranger. Enfin, c'est juste extraordinaire, hein. On a un petit peu envie nous-mêmes de retomber en enfance, hein, quand on va dans une classe et que les enseignants nous font une démonstration avec leur tableau numérique. Voilà. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres aspects. Il y a l'aspect codage. Maintenant, il y a beaucoup de petits robots de codage. Il y a l'aspect prise de parole. On a des web radios, voilà, une diversité de l'offre au niveau pédagogique qui est vraiment très intéressante au-delà de la lutte contre la fracture numérique avec et je crois que cette lutte, d'ailleurs, je vous écoutais attentivement, Monsieur Derac, elle n'est pas seulement dans les milieux défavorisés. La fracture numérique chez les jeunes, j'ai plutôt l'impression qu'elle est dans tous les milieux et que même s'ils passent leur temps sur les écrans, certains ne savent pas envoyer un mail ou faire des choses assez basiques ou traiter l'information. On s'en rend compte sur les réseaux sociaux aussi. Donc là, la responsabilité éducative au niveau des élus, hein, et de l'éducation nationale sur le volet instruction, elle est immense. Et des parents, hein. Faut pas oublier les parents dans tout ça, qu'il est très très important d'associer à ces réflexions. Voilà. Merci pour votre réaction. Concernant des opérateurs, puisque Louis, tu en citais tout à l'heure, et notamment des syndicats mixtes. Bon, il se retrouve que nous organisons effectivement en tant que syndicat mixte Seine-et-Yvelines numérique aujourd'hui cet atelier. L'idée pour nous, c'est de pouvoir venir en appui des collectivités d'une part, en relais de l'école, j'allais dire, d'autre part, puisqu'on voit que, au regard des enjeux que Louis a posés, ils ont été pris en compte par l'éducation nationale. L'ensemble des programmes ont évolué dans le sens effectivement d'un enseignement et d'une culture numérique qui soit progressivement acquise pour former ces citoyens de demain. Chez Seine-et-Yvelines numérique, nous proposons, dans le cadre de la compétence qui nous est confiée, de proposer auprès du bloc communal un certain nombre de villes qui ont vocation effectivement à pouvoir contribuer à l'atteinte de ces enjeux, modestement, mais tout de même utilement. Voilà, donc c'est à ce titre-là que, éventuellement, vous, élus qui avez suivi aujourd'hui cette conférence et que nous espérons vous aurez trouvé suffisamment riche à la fois de questionnements et de pistes possibles, nous nous tenons à votre disposition pour pouvoir évidemment vous accompagner dans l'élaboration de vos politiques publiques autour du numérique pour l'éducation, pourquoi pas des solidarités, et vous proposer l'ensemble des solutions qui aujourd'hui sont référencées avec vous en lien avec l'éducation nationale. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet atelier et puis au plaisir de vous rencontrer, nous l'espérons bientôt en présentiel. À très bientôt.